Chapitre 7. De quoi souffres-tu, pauvre enfant? Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Jacques Lacan. Quelle est la trame sous-jacente au sentiment d'injustice? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Ce type de questionnement ou d'exploration en profondeur constitue à notre avis l'enjeu crucial de notre recherche et de tout parcours initiatique. Il passe par une étape essentielle, par les chamans, appels, épreuves de deuil. Cette expérience consiste à accepter ou non de passer le seuil au-delà duquel une vérité profonde sera découverte, permettant de comprendre la réalité autrement dans une vision plus globale. Plus simple, le langage ordinaire parle de prendre du recul ou de la hauteur. Dans ce type de circonstances, certaines personnes choisissent d'ailleurs de se retirer dans un lieu loin du monde, particulièrement tranquille, voire complètement silencieux, pour faire le point sur elles-mêmes et sur leur existence, parfois aussi pour prendre une décision. Revenons à Calimero lui-même. Le petit poussin représente un tout petit ou un enfant en bas âge, donc la réalité de l'existence infantile. Pour désigner cette condition, il existe un mot précis et utile auquel nous allons avoir recours. Notons en passant que, très souvent, les mots utilisés par les psychistes sont repris puis utilisés avec une connotation négative, péjorative, voire moralisatrice. Ce phénomène est très dommageable, car le but de ces termes est de désigner le réel tel qu'il est, uniquement le réel, sans a priori et sans jugement. Dans ce sens, pour indiquer la situation très particulière dans laquelle se trouvent le nourrisson et l'enfant très petit, Freud utilise une expression allemande particulièrement appropriée. Hilflosigkeit. Cela signifie l'expérience d'être sans aide, le fait de se trouver sans recours ou sans secours. Le mot choisi par Freud a été traduit en français soit par désaide, un néologisme assez littéral, soit par détresse, un mot très voisin. L'important est de rester centré sur l'expérience très particulière que vit le tout-petit. Dans Boire à la source, Jules Supervielle écrit si justement: n'y a-t-il pas une misère commune à tous les enfants du monde, eux qui n'ont pour se faire comprendre quand ils souffrent que les pleurs irritants et presque sans nuance, qu'il s'agisse de faim, soif, ennui, honte, timidité ou d'autres sentiments que nous ne connaissons peut-être plus et qui resteront toujours innommés. Rappelons-nous aussi que nos désarrois ultérieurs viennent immanquablement réveiller ou raviver nos premières détresses. Nous ne sommes pas aussi forts que nous le voudrions. Un des avantages du petit personnage coiffé d'une coquille d'œuf est d'exprimer cette réalité d'immense fragilité que nous avons tous connue et dans laquelle se retrouvent tous les enfants. Le sentiment d'injustice est la manifestation intérieure de cette expérience première d'impuissance absolue. Comme pour Calimero, ce sentiment survient lorsque nous faisons face à une défaillance tutélaire. Personne n'est là pour nous aider, nous protéger, nous secourir, ou pour rétablir une situation équitable. Le sentiment d'injustice est l'expression d'une profonde déception devant un chaos humain venant démentir notre souhait fondamental d'un ordre humain bon et juste. Lorsque nous l'exprimons, nous voudrions qu'un tiers avisé vienne le restaurer. Ce sentiment perdure si aucune autorité n'est intervenue pour rétablir la justice. Il s'installe si les expériences répétées de cette défaillance viennent décidément confirmer nos illusions perdues. Lors de cette investigation, nous avons pu repérer diverses modalités du sentiment d'injustice, pouvant se décliner selon différents degrés, de l'indignation à l'impuissance. Sauf exception, la plupart des personnes dont nous allons parler dans ce chapitre n'ont pas l'habitude de se plaindre. Elles sont toutes marquées par un fort sentiment d'injustice, souvent peu conscient à l'origine. Leur attitude rappelle Calimero bien plus que leurs propos. Rares sont celles qui, à l'instar du petit personnage, prendraient la parole pour dénoncer haut et ferme l'injustice. Au contraire, leur corps parle pour elles, en signes éloquents comme des manifestations de timidité ou de gêne, des épaules courbées, un aspect infantile, une très grande gentillesse, une peur de déranger, une voix faible, etc. Non qu'elles se posent en victimes des autres ou du sort, mais leur réserve et leur délicatesse trahissent en quelque sorte l'expérience de personnes qui ont connu de cruels déboires et qui savent ce que souffrir veut dire. Une maltraitance intolérable. Lors d'une thérapie, il ne s'agit pas seulement de se souvenir d'injustices subies, mais aussi progressivement de retrouver la mémoire vivante avec les ressentis de l'époque, de moments critiques où le sentiment d'injustice a été particulièrement vif et aigu. N'abusons pas du terme traumatisme trop souvent utilisé. Un événement douloureux n'est pas forcément traumatique.
Cela ne l'empêche pas d'être éprouvant et marquant pour la personne qui en fait l'expérience. Tenir pour si peu. Nous avons vu que certains groupes demandent à leurs membres de ne pas exprimer leurs plaintes. Même si certains environnements ne vont pas jusque-là, ils peuvent néanmoins avoir tendance à minimiser ou à banaliser l'expression de la souffrance des plus sensibles, en arguant du fait qu'il existe des injustices plus graves ou des souffrances plus fortes. Parfois, les parents demandent aussi aux enfants de ne pas réclamer. À force, les enfants peuvent ne même plus oser poser une demande ou exprimer leur malaise. La petite Fatima comprenait bien que les revenus très modestes de ses parents ne leur permettaient pas de lui offrir les robes et les poupées qu'elle enviait à ses amis. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas parler de l'Algérie avec son père. Ce thème de discussion était trop douloureux pour lui, remuait trop de souvenirs pénibles et le mettait en colère ou surtout le rendait mutique. À partir de 6 ans, Fatima fut souvent malade des bronches. Sa maladie était si sévère qu'elle dut quelques années de suite passer plusieurs mois dans un sanatorium pour enfants. Les traitements étaient douloureux et impressionnants. En particulier, le plus angoissant et éprouvant était une technique thérapeutique de l'époque qui consistait à laver les poumons. La petite Fatima ne se plaignait pas à ses parents, ni même au personnel de l'institution. Elle se disait que sa souffrance était si peu par rapport aux difficultés de ses parents. Elle se réjouissait des quelques rares cartes postales qu'il lui envoyait. Elle s'ennuyait beaucoup. Elle comptait les longues heures qui étiraient la journée jusqu'à l'heure du coucher et les longues journées qui la rapprochaient à la fin de son séjour. Une fois rentrée chez ses parents, elle était régulièrement triste de constater qu'elle ne leur avait pas manqué et qu'il ne se faisait pas une joie de la retrouver. Fatima trouvait très injuste d'être ainsi constamment malade en comparaison de ses copines qui ne l'étaient pas. Elle était tellement attristée de percevoir que ses parents se souciaient si peu d'elle et de son sort qu'elle tombait à nouveau malade et passait encore quelques semaines à l'hôpital. Toute sa vie, Fatima a porté le fardeau des injustices vécues par ses parents et ses grands-parents, rendant ses petites misères à elle insignifiantes et sans poids en comparaison. L'existence entière des personnes comme Fatima est profondément orientée et régie par cette retenue et cette abnégation, sous-tendue par la crainte d'en dire trop, d'en faire trop ou de se plaindre pour rien. Cela les conduit fréquemment à supporter des situations pénibles sans réussir à poser les limites ou des relations destructrices auxquelles elles n'osent pas mettre un terme. Tenir pour mauvais. Nous avons rapidement mentionné à quel point la moquerie est injuste et le cynisme absolument injustifiable. Sur un mode voisin, les réalités du mépris et de la dévalorisation sont riches d'enseignements sur la méchanceté, consciente ou non, de certains comportements. Tous les témoignages recueillis insistent sur l'impact durable et profond des souffrances endurées. À 9 ans, Aurore est enchantée de partir une semaine en vacances avec son amie Corinne chez les grands-parents de cette dernière. Le séjour ne se passe pas aussi bien qu'elle l'aurait souhaité. Aurore n'ose pas appeler son père car elle est très rarement seule et ne souhaite pas parler devant son amie. Un jour, pendant que Corinne prend une douche, Aurore, très tendue et inquiète, téléphone. Sa voix est blanche. Elle explique à son père qu'elle a des poux et que Corinne lui dit qu'elle est sale ou même qu'elle est une clocharde. Corinne ne manque pas une occasion pour humilier Aurore devant d'autres personnes. Aurore a le souffle court, elle retient ses sanglots. Elle rentre de ses vacances pâle, silencieuse et très affectée par cette injustice. Elle a perdu sa bonne humeur, sa légèreté et sa grande joie de vivre. Compréhensive, elle dit qu'elle n'en veut pas à son amie et se désole d'avoir eu des poux. Bien des années plus tard, devenue jeune femme, Aurore traverse une période difficile. À la suite des attentats du 13 novembre 2015, elle dit même se sentir extrêmement fragile. Elle ne dort plus, se rend compte qu'elle perd ses cheveux, fait une chute dans les escaliers du métro, égare son agenda, tombe malade. Peu à peu, elle comprend que son mauvais souvenir de petite fille n'avait pas été définitivement oublié comme elle l'aurait souhaité. L'injustice d'autrefois constitue pour elle une faille qui la rend beaucoup plus vulnérable qu'elle n'aurait pu le croire jusque-là. Dans la violence meurtrière des attentats, Aurore perçoit combien la haine exige de défigurer l'autre, de le rendre dissemblable et astrait, c'est-à-dire non humain, pour pouvoir le détruire froidement en justifiant sa destruction par un dogme fanatique. Cette prise de conscience la tourmente et ne la laisse pas en repos. Toute proportion gardée, elle discerne dans l'humiliation infligée à autrui ce germe de haine qui cherche également à rendre l'autre méprisable pour s'autoriser à le dévaloriser, le désigner comme mauvais, le rendre indigne. Comme Aurore, nous croyons facilement que l'oubli recouvre tout d'un épais manteau de façon étanche et définitive. Nous pouvons le souhaiter, nous appliquer et nous efforcer à oublier, mais aucun barrage ne peut endiguer les reflux de la mémoire. Par ailleurs, il est rare que nous puissions mesurer la puissance dévastatrice d'un incident
lorsque nous le vivons et luttons pour y faire face. Son impact véritable sur notre personne nous est révélé bien des années plus tard, souvent à l'improviste, alors qu'un événement extérieur, même complètement étranger à notre existence, vient jouer le rôle de révélateur. Tenir pour rien. Dans certaines circonstances, nous pouvons avoir l'impression de n'être rien ou de ne pas exister, d'être complètement anonyme. Ainsi, certaines administrations semblent ne voir en leurs usagers que des dossiers ou des numéros. Le degré ultime de la dépersonnalisation est atteint dans les camps de concentration présents dans tous les régimes totalitaires ou barbares. En ces lieux de désolation, le matricule du prisonnier constitue sa seule identité. Plus près de nous, beaucoup de personnes malades ont également à souffrir d'institutions médicales, d'une terrible froideur, voire d'une effroyable inhumanité. Ces malades connaissent de ce fait un découragement supplémentaire qu'ils ne peuvent exprimer qu'à des proches de grande confiance, tant l'aveuglement ou la soumission sont encore manifestes devant le prestige que confère la blouse blanche. Du fait de sa grave maladie, Soraya a dû séjourner plusieurs mois dans une clinique pourtant réputée. Lors d'un épisode particulièrement sévère, elle n'arrivait même plus à parler et peinait à aller seule aux toilettes. Soraya raconte ce qui lui est arrivé. Durant cette période, le personnel a été particulièrement odieux avec moi. J'ai été niée, traitée comme de la viande, bousculée sans égard, raillée comme si je n'existais même pas. Le pire a été le jour où le médecin et une infirmière m'ont installé de force une sonde urinaire permanente. Ils ne m'avaient pas prévenue, j'ai eu très mal. Je me suis sentie humiliée. Ils ne m'ont pas adressé la parole, pas même un bonjour ou la moindre excuse. J'ai connu l'horreur et je ne pouvais rien dire pour me défendre. Je l'ai vécu comme une atteinte à ma dignité. Soraya a ressenti cette période, et cet épisode en particulier, comme une immense injustice. Elle n'arrive pas à l'oublier. Dans les phases aiguës de sa maladie, elle revit cette douloureuse injustice avec plus d'acuité. Elle explique qu'elle préférait mourir que de connaître une nouvelle fois une telle déconsidération de son humanité. Les personnes comme Soraya reviennent ahuries et parfois effarées après de si graves expériences mortifères. Elles se demandent comment une telle indifférence à l'autre et un tel dédain de l'humain sont devenus possibles, surtout au sein de ces professions supposées être vouées aux soins. Ces personnes éprouvées en arrivent à perdre leurs espoirs et leur confiance, ce qui ne les met pas dans des dispositions favorables à leur guérison et décuple le sentiment d'injustice qui les étreint. Une solitude inconcevable. Les grandes solitudes ne sont pas rares, nous le constatons ou en entendons parler, et les sociétés hypertechnologiques des pays dits avancés semblent démunies pour enrayer l'augmentation des citoyens touchés par l'isolement. Dans certaines circonstances, la solitude existe, elle est réelle, mais l'enfant ou l'adolescent ne la perçoit pas comme telle. Devenu adulte au cours d'une psychanalyse par exemple, il mesure l'ampleur de certains moments de solitude et l'injustice que cela a pu représenter pour lui à l'époque. Un abandon oublié. Comme nous l'avons déjà souligné, à entendre Ulysse, il avait de bons parents. De temps à autre, il a pu se risquer à dire que son père était peu présent et qu'il avait été dur avec lui. De longs mois plus tard, un souvenir très ancien est revenu à sa mémoire. Lorsqu'il était tout petit, l'un de ses grands-parents était très malade. Ses parents allaient lui rendre visite à l'hôpital à Paris chaque fin de semaine. Il laissait le petit garçon chez sa grand-mère qui habitait en banlieue. Ulysse s'ennuyait et attendait fiévreusement le retour de ses parents. Un matin, en arrivant, le garçonnet dormait. Pour ne pas le réveiller, ses parents décidèrent de le laisser dormir dans la voiture le temps d'aller prendre leur petit déjeuner chez la grand-mère. Peu de temps après, Ulysse se réveilla. Seul, et ne reconnaissant pas l'endroit où il était, le garçon fut envahi d'une véritable peur panique et se mit à crier pour appeler ses parents, sans pouvoir se faire entendre, car la voiture n'était pas garée suffisamment près du pavillon de sa grand-mère. Lorsqu'il raconte cet incident pour la première fois, Ulysse prend la défense de ses parents et explique toutes les bonnes raisons de leur choix. Toutefois, quelques séances plus tard, il revient sur ce souvenir et commence à accueillir le point de vue du petit garçon. Il retrouve la peur panique et l'incompréhension d'alors, puis perçoit qu'il s'est senti réellement abandonné. Pour Ulysse, cette période de son enfance et cet incident en particulier lui apportent un nouvel éclairage. Il voit autrement sa tendance à se sentir rapidement abandonné et à vivre certaines situations apparemment anodines comme de pénibles injustices. L'absence ou le vide autour de soi. Charles est un modèle de stoïcisme. Il ne se plaint pas, il endure tout sans maudire non plus. Affable, bien que très sobre et extrêmement réservé, ne montrant pas ses émotions, il met cette attitude distanciée sur le compte de son métier exigeant de chirurgien. Son enfance rappelle celle d'Ulysse à 2 réserves près. Sa mère célibataire, ne voulant pas s'occuper de lui, l'avait confié en permanence à ses parents vivant à la campagne. Elle ne venait le chercher que très rarement pour l'emmener chez elle.
6 ou 7 ans après sa naissance, elle s'était mariée à un autre homme et avait conçu avec ce dernier un deuxième enfant qui était né handicapé et accaparait toute l'attention maternelle. Je me souviens des week-ends que j'ai passés chez ma mère lorsque j'étais très petit. Je n'ai plus la mémoire exacte des lieux car je ne suis pas venue souvent. En revanche, je me souviens précisément de la situation et de l'émotion que je ressentais. En fait, ma mère n'était pas disponible. Elle ne s'occupait pas de moi. Elle partait faire des courses et me laissait seule pendant de longs moments qui me semblaient durer des heures. L'émotion qui montait en moi était liée à cette absence de ma mère, au vide, un grand vide tout autour de moi, comme si le monde n'existait pas, comme si je n'existais pas pour ma mère. Quelques années plus tard, un jour, la mère de Charles est venue le chercher chez ses grands-parents sans le prévenir. Charles n'a pas pu se préparer à cette rupture majeure de ses années d'enfance. La séparation brutale avec ses vrais parents, avec la maison de son enfance, le jardin, les animaux et la campagne qu'il aimait tellement. Arrivé à Lyon, il se souvient du bruit, de l'agitation, de la pollution, des voitures, du monde partout et surtout du manque immense, d'un manque dont il n'a pu parler à personne. Charles commence à discerner en quoi la misère douloureuse de sa vie affective d'adulte n'est que le reflet de ces moments de chaos et de vide vécus durant l'enfance. Il sourit en comprenant l'importance de ses engagements sociaux contre l'injustice quelle qu'elle soit. Il rêve de rencontrer une femme qu'il l'aimera et qu'il pourra aimer sincèrement, sans peur de ne pas exister pour elle ou d'être arraché subitement un jour à son amour. La mort par contumace. La mort d'une personne jeune peut être considérée comme une injustice, surtout lorsqu'elle est imprévue ou imprévisible. Elle peut sembler ou même devenir impensable. César a été élevé de façon sévère, austère, dans les principes rigoureux et parfois rigides de parents instituteurs. Comme il était l'aîné, il devait faire attention à son frère plus jeune et ne pas lui faire d'ombre en se vantant de ses réussites ou de ses bonnes notes. César souffrait en silence des efforts d'abnégation que ses parents exigeaient de lui et de leur préférence pour son frère qu'il pouvait fréquemment constater. Heureusement, il avait un meilleur ami avec lequel il pouvait jouer librement. Il avait aussi une formidable passion pour les bandes dessinées, dont la lecture occupait le plus quart de son temps. César avait aussi appris que les hommes ne pleurent pas et n'ont pas d'émotions, donc les garçons non plus. Il était fier de respecter ce programme à la lettre. Vers 15 ans, malgré l'extrême discrétion de ses parents, il comprit que sa mère était malade, et peu à peu se rendit à l'évidence que cette maladie était grave. L'été suivant, ses parents l'envoyèrent apprendre l'anglais un mois en Écosse. À son retour, sa mère était morte et enterrée. Il n'avait pas été prévenu. Il n'avait pas pu lui dire adieu. Personne ne lui avait parlé de la maladie de sa mère et encore moins de son échéance mortelle. De surcroît, dans une ambiance familiale de complet marasme, le jour de son retour à la maison, César trouva son père en pleurs. Il fut dégoûté de voir son héros, symbole même de la virilité, s'abaisser à une telle faiblesse. Il l'avait cru infaillible et ne comprit pas l'effondrement paternel. Il reconnaît aujourd'hui avoir été plus déçu par la défaillance inacceptable de son père qu'affligé par la disparition de sa mère. Cet ensemble de contrariétés et de complexités a profondément biaisé le discernement de César. Pendant longtemps, incapable de distinguer les injustices dont il a souffert et de prendre la mesure de ce deuil complètement escamoté. Durant de très nombreuses séances, au début de sa psychanalyse, César a défendu becs et ongles ce modèle de la virilité paternelle, comme s'il s'agissait pour lui du seul roc vraiment fiable sur lequel il pouvait prendre appui. Puis un soir, apprenant la mort de Prince, un des chanteurs préférés de sa jeunesse, le dur et fort César s'est lui-même effondré en pleurs. Il ne lui était plus possible de feindre et de prétendre à une virilité sans faille. Lui aussi, comme son père, était un homme, un humain, avec sa sensibilité, ses émotions, ses rires et ses pleurs. L'écroulement de sa doctrine privée a enfin permis à César de prendre la mesure du sentiment d'injustice qu'il habitait depuis l'enfance dans un silence de mort, aussi bien gardé que les nombreuses épouses trépassées dans le château de Barbe-Bleue. L'injustice qui fait effraction dans la vie d'un sujet, laissant dans son parcours existentiel une trace indélébile, ne correspond nullement pour lui à un caprice imaginaire. Cet absolu non-retour, cette implacable irréversibilité font éprouver et connaître les âpres réalités de l'impuissance, celles que Job, Jérémie et tant d'autres anonymes ont connues, qui déchirent le voile des illusions et découvrent le réel nu, sans phare et sans protection. Une blessure irrémédiable. Comme nous l'avons vu, les personnes ayant vécu une grave improbité ou une lourde iniquité n'ont pas vraiment pu en prendre la mesure. Du point de vue psychique, c'est-à-dire considéré de l'intérieur,
Peu d'injustices sont éclatantes, voire évidentes, y compris si la douleur qu'elle engendre est très vive. Dans certains cas, l'incident s'inscrit dans l'histoire du sujet comme une atteinte sans résolution ou un préjudice sans recours. Le dommage devient alors un fardeau qui pèse sur son quotidien, une ombre qui obscurcit son existence. La consternation et l'incompréhension. Pour certains, la blessure n'est pas refermée, la douleur est lancinante. Une injustice majeure ou une série d'injustices sont restées sans explication, sans possibilité d'en parler, sans reconnaissance de la gravité des faits et des souffrances qu'ils ont engendrées. Joanne revient ainsi sur son grand malheur. À 17 ans, mon père m'a mise dehors en me tirant par les cheveux. Il m'a traité de traînée alors que je n'avais rien fait. Je voulais seulement protéger ma mère. Interdite et consternée, Joanne est allée dormir chez une copine. Puis j'ai habité 7 mois chez un ami Thierry qui vivait avec son père. Ce n'était pas un petit copain, juste un ami. Ils ont été très généreux. Une fois majeure, j'ai trouvé du travail, puis j'ai pu louer un petit studio. Je ne suis plus jamais retournée chez mes parents. Même si Joanne ne se plaint plus, elle cherche comment se libérer de son mal-être. Je ne veux plus me sentir mal d'exister, j'aimerais respirer librement, ôter de ma vie ce voile de tristesse. J'ai peur de vivre, j'ai peur d'être heureuse, mais j'aimerais tellement l'être. Je ne sais pas ce qu'est le bonheur, alors je l'imagine. Je ne vais pas me droguer pour accéder à cela. Je sais que quelque chose d'autre existe autrement. Parfois j'ai l'impression que je vais le toucher du bout du doigt, et hop, cela s'envole comme un oiseau en liberté. Mon animal totem pourrait être la colombe de la paix qui prend son envol et qui est légère, libre. Je sens cela possible, mais il y a toujours un mais. Mon cerveau met sur son chemin un chasseur qui tire et qui abat l'oiseau en plein vol, parce que je ne crois que si j'accède au bonheur, on me le prendra. Joanne craint-elle de revivre d'une façon ou d'une autre le rejet qui a fait basculer sa vie? Elle redoute autant d'être rejetée que d'être incomprise ou de ne pas être entendue. Je comprends mieux mon fonctionnement et parfois j'aimerais le mettre à plat. J'ai des verrous que je n'arrive pas à faire sauter. J'aimerais me dire que je ne dois plus avoir peur, mais je suis tellement immobilisée par la peur que parfois j'ai l'impression de renoncer à ma vie. Comment faire? Une fois quitté le registre de la plainte, se pose effectivement la question du changement, de la transformation intérieure et de l'évolution du mode de vie. Que cette question se pose signale le début d'un long processus, car toute mutation prend du temps, surtout lorsqu'elle se confronte à l'impuissance en soi-même ou face aux autres. L'impuissance. Maria vivait en Algérie au moment de la guerre d'indépendance. Elle était enfant lorsque le conflit armé a commencé. Elle se souvient de cette période avec beaucoup d'acuité. Sans être activiste ni violent, ni même engagé dans une organisation politique, le père de Maria était favorable à une décolonisation en douceur, donc à l'indépendance. Il avait de vrais amis algériens qu'il respectait profondément. Début 1962, il a été froidement assassiné d'une balle dans la nuque par un jeune voisin proche de l'OAS. Maria a connu l'effondrement d'un monde à l'annonce du décès de son père. Son meurtre lui semble particulièrement injuste car son père était pacifiste et n'a fait de tort à personne, bien au contraire, tant il était généreux. Je ne pouvais parler de ma tristesse à personne. Les adultes de ma famille étaient absents, perdus dans la douleur et l'incompréhension. Au lycée, personne ne s'approchait de moi pour ne pas donner l'impression de prendre parti. Pour mon père, j'aurais aimé que l'on ne détourne pas les yeux, que l'on me console, que l'on trouve des mots pour aider les miens à se formuler. Que le silence ne s'installe pas, rendant cette mort ignorée, scellée par le déni. À la première injustice s'ajoute celle du mutisme, du silence de plomb, de la négation, mais aussi, curieusement, de cette absence de compassion et de consolation. J'aurais eu besoin de regards conscients et attentifs à la réalité. Je sentais seulement que personne n'avait envie d'entendre ce que j'avais à dire. Je me plaignais. Était-ce une plainte? J'essayais en tout cas d'exprimer mes souffrances. Je voulais être comprise. Ce désir même aussitôt ressenti me paraissait idiot et irréalisable, tant il semblait déplacé. Pire qu'un sentiment d'injustice, j'ai connu alors un véritable sentiment d'impuissance. Nous voilà vraiment dans le vice de notre investigation et peut-être même au cœur de toute recherche sur l'humain. Le constat excède le cadre de notre enquête. Il peut être établi dans d'autres contextes. Il nous révèle que nous avons sans doute tendance à nous focaliser trop nettement, voire uniquement sur une idée, un mot, un ensemble de formulations. Nous sommes souvent trop sûrs de nos certitudes, trop limités et réducteurs dans nos élaborations, trop péremptoires même, ce qui nous conduit à cataloguer, étiqueter et ranger dans des tiroirs conceptuels prédéfinis.
Ne serait-il pas vivifiant de dépoussiérer un peu nos idées reçues, d'ouvrir nos esprits et nos cœurs pour accepter de porter un regard neuf sur nos ressentis? Ce témoignage bouleversant d'une femme aujourd'hui âgée, qui se souvient des souffrances de l'adolescente qu'elle fut, apporte une ouverture et un déplacement salutaire à notre réflexion. Il ne s'agit pas seulement d'injustice ou d'incompréhension, ou même d'affliction, de solitude, de détresse. Plus que tout cela, et au-delà, il est question d'impuissance, d'une profonde et complète désolation, celle qui rejoint précisément cette Einflussgate freudienne, notre plus grande vulnérabilité, notre plus ancienne fragilité. Voilà pourquoi nous voulons oublier coûte que coûte nos impuissances et nos désolations en les reléguant au mystère de la toute petite enfance ou aux confins de la conscience, là où, au-delà du cri, l'être humain reste sans voix et sans recours. Comment penser alors l'insistance de Calimero, que ce soit chez nos proches ou en nous-mêmes, cette insistance à être entendue, à faire reconnaître nos souffrances et à soigner nos blessures? Que cherchons-nous à exprimer? Que souhaitons-nous mettre en évidence? Certainement une conception fondamentale de l'existence ou de l'humain. Nous compléterons d'ailleurs bientôt la réponse à ces questions. Dans l'immédiat, notre étude serait incomplète si nous ne nous intéressions pas aussi à une autre forme de basculement existentiel, lorsque l'injustice sans secours et son nombre d'impuissance entraînent la ruine de ce qui servait de référentiel et de cadre à nos pensées, nos valeurs, nos projets.